Bonjour, je suis très heureux de vous revoir pour la troisième fois pour le webinaire de l'ECODEF. Donc, je suis Olivier Martin, président du comité de pilotage de la chaire économie de défense. Je suis entouré par Julien Maliza, qui est titulaire adjoint de la chaire économie de défense, et par Renaud Bellet, qui est conseiller affaires institutionnelles de MBDA. Comme je vous l'ai dit, c'est le troisième webinaire centré sur l'exportation, plus précisément la mesure des exportations. Il fait suite, pour certains d'entre vous, vous y avez sans doute participé, à la conférence qui s'est tenue le 15 décembre dernier sur l'exportation, où d'ailleurs certaines questions ont porté sur les mesures. Nous sommes, je crois, près de 200 participants. Je vous remercie. Nous prévoyons, comme d'habitude, 30 minutes d'intervention et 30 minutes de questions. Le plus important pour moi, ce sont les questions. N'hésitez pas à les préparer et à les envoyer. Nous les collecterons et nous ferons tout notre possible pour y répondre dans le temps imparti. Et nous terminerons ce webinaire à 9h30, comme prévu. Bien, Julien, première question. Cadre général, quelles sont les tendances actuelles aujourd'hui des exportations d'armement de la France? Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, ce qu'on va vous présenter ici, on va vous projeter des diapos. Donc, ce sont des chiffres que nous avons utilisés dans une publication récente dans la revue qui s'appelle The Conversation, qui est une revue en ligne, un article que nous avons publié avec Jocelyn Droff. Et donc, l'idée, c'était de présenter quelques tendances sur les exportations d'armes depuis la fin de la guerre froide, donc depuis 1991. Donc, je ne sais pas si l'écran est partagé. Il va l'être. Il l'est. Donc, nous allons pouvoir commenter quelques chiffres très rapidement. Donc, pour l'essentiel, les chiffres que je vais vous présenter sont issus du rapport au Parlement, qui est un document mis à disposition du grand public et publié chaque année par le ministère des Armées. Les chiffres vont être exprimés en millions d'euros constants de 2015 pour justement effacer les différences liées à l'inflation. Donc, la première valeur qu'on peut analyser, c'est celle qu'on voit à l'écran, c'est celle sur les livraisons. Donc, ici, on a donc l'évolution à partir de 92, puisqu'on a raisonné aussi en moyenne mobile, qui sont les traits en pointillés, qui permettent de lisser les pics et les creux. Et donc, globalement, en moyenne, sur la période, on a 4,8 milliards d'euros de livraison. Et en fait, on voit que par rapport à ce 4,8 milliards, il y a deux périodes où il y a une forme de surperformance, c'est-à-dire des exportations qui sont largement, des livraisons qui sont supérieures à la moyenne de la période. C'est le début des années 2000 et à partir de 2015. Donc, en fait, on peut expliquer ça comme étant des moments où la France avait obtenu des grands contrats d'armement et pour lesquels il y avait une demande internationale pour les pays clients avaient des budgets de défense très largement orientés à la France. Donc ça, c'est la première partie, les livraisons. On peut compléter ce chiffre par les prises de commande que nous voyons ici. Donc, toujours pareil, la valeur et puis les chiffres en moyenne mobile, donc les tendances en pointillé une nouvelle fois pour les lycées. Donc, on a des prises de commande qui sont un peu supérieures en moyenne, 6,9 milliards, comparé aux 4,8 milliards des livraisons. Donc, c'est surtout ce chiffre qui est commenté par les décideurs politiques en France. Et en fait, on constate que les livraisons, en général, entre 3 et 4 ans de décalage entre le moment où elles sont commandées, telles qu'on les voit ici, les livraisons. Et donc ça, on retrouve l'idée que la France n'a pas forcément de stock, ou à l'exception de quelques exemples récents, en particulier sur le Rafale. Et donc, c'est le temps moyen de fabrication du matériel avant l'exportation. Et donc, on voit qu'il y a une différence quand même assez notable de l'ordre de 2 milliards d'euros entre la commande et le livraison. Et ce sont des choses qui relèvent du périmètre de la mesure. Et c'est Renaud qui abordera ce point plus spécifiquement tout à l'heure. Alors, si on essaie on complète l'analyse par une vision un peu plus sur les clients ici de la France. Donc, on voit sur les 30 dernières années, en gros, une forte prévalence du Moyen-Orient. Donc, essentiellement, les deux premiers clients étant l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont donc sur la partie la plus à gauche du tableau. C'est 40% des exportations totales de la France.
Et on voit que sur la partie la plus à droite, que les Émirats arabes unis ont légèrement décliné en termes de commandes à la France, et elles sont les Émirats sont remplacés par l'Égypte sur les 10 dernières années. Si on essaie de voir qu'est-ce que représente l'Europe là-dedans, en moyenne, c'est à peu près 20%, mais sur la dernière décennie, l'Europe ne représente quasiment plus que 10%. Et donc ça, en fait, on a bien l'idée que la dynamique du marché européen, la dynamique des budgets de défense est très largement orientée à la baisse était orientée à la baisse pendant une grande partie de la décennie. Et globalement, ça, les marchés les plus dynamiques, finalement, ce n'est plus l'Europe, mais c'est l'Asie du Sud-Est qui est représentée ici par l'Inde et Singapour, et l'Indonésie sur les 10 dernières années, qui représente quasiment 20% du total depuis 2011. On constate aussi, et c'est un point qui est assez intéressant, c'est une forme de concentration du marché, c'est-à-dire que entre 91 et 2000, le top 10 représentait 60% du marché, alors que sur la dernière décennie, il représente 66%. Donc, peu de pays représentent plus de place dans le portefeuille de clients que par le passé. Alors ça, ce sont les données essentiellement françaises, mais en fait, pour l'instant, on n'a rien dit sur quelle était la place de la France par rapport à ses voisins européens en particulier ou internationaux. Et en fait, les chiffres du rapport au Parlement qu'on a utilisé ici ne permettent pas de faire des comparaisons internationales. Donc, on a utilisé d'autres données pour essayer justement de positionner la France par rapport à ses voisins et ses grandes puissances occidentales. Et donc, on a utilisé les chiffres du CIPRI que je vais vous présenter ici. Et donc, pareil, sur les 10 dernières années, quelle est la part de marché de chacun des pays? On voit en fait que États-Unis et Russie, c'est quasiment 60% du marché global. Donc, une grande partie du marché est concentrée en espèce de duopole, les superpuissances de l'époque de la guerre froide qui perdure à partir de 91. Et en fait, après, on a toute une liste de pays européens qui ont une part de marché qui est inférieure à la dizaine, en fait, et la France se situe donc aux alentours de 7% de part de marché global sur la période, qui est globalement le chiffre c'est légèrement au-dessus, mais c'est globalement le chiffre allemand aussi. Je note, Julien, là, que l'Allemagne est à peu près comme la France. On parle souvent de difficultés d'exportation de l'Allemagne. On constate que c'est un pays aussi exportateur, en tout cas d'après le CIPRI, que la France. Exactement. Et là, les chiffres s'arrêtent en 2020, mais si on s'était arrêté 2015, 2016, 2017, l'Allemagne aurait été devant. Et donc ça, c'est les bonnes performances à l'exportation de la France qui font que légèrement passé devant l'Allemagne sur les quelques dernières années. A contrario, en fait, le Royaume-Uni voit sa part de marché globalement diminuer sur la période. Et en fait, on voit un essor. Alors, c'est pas très flagrant pour l'instant, mais la Chine prend une place de plus en plus importante. Il y a d'autres pays qui n'apparaissent pas ici, puisque c'est sur la moyenne sur les 30 dernières années, mais sur les 10 dernières années, ils sont extrêmement dynamiques. Ce sont la Turquie et la Corée du Sud qui prennent des parts de marché de plus en plus fortes. Et ça se fait au détriment des industriels européens, et en particulier britanniques et allemands. Merci, très intéressant, Julien. Donc là, vous évoquez deux sources, il y en a d'autres, mais deux sources sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé, le rapport au Parlement français et le CIPRI avec une vision internationale. Est-ce que vous avez fait une analyse? Est-ce que ces deux sources sont les mêmes ou en tout cas cohérentes dans leurs mesures? Donc là, effectivement, on peut se poser la question de la cohérence et je vais vous montrer des chiffres qui questionnent. Donc là, c'est un travail de recherche que nous menons avec mes collègues de la chaire économie de défense, Jocelyn Groff et Jacques Gilberto. Et en fait, on a les deux sources qui sont utilisées par le décideur politique, donc le rapport au Parlement, et la communauté académique, plutôt du CIPRI. Et en fait, on va se rendre compte que les mesures ne sont pas du tout identiques et ça va être... les comparaisons vont être compliquées. La première raison, c'est que en fait, la construction des bases de données n'est pas identique. Le CIPRI va utiliser une unité de mesure qu'on appelle TIV, donc Trend Indicator Value, qui va chercher à mesurer plutôt le volume exporté que la valeur économique. Et donc, en fait, ici, on va avoir une unité de mesure qui va assigner une valeur à chaque type de matériel, et après le CIPRI va compter le nombre de matériels, les flux de matériel entre les Une valeur sur quelle méthode? Une valeur qui est basée sur les caractéristiques tangibles du matériel, donc en gros la puissance, le poids, etc. Et donc ça fait un classement des matériels, et donc grâce à ça, on peut dire, ben voilà,
en unité de mesure CIPRI, tel avion de combat est meilleur que le précédent. Alors, il y a aussi les effets générationnels, et ça, c'est pris en compte par la CIPRI. Et l'avantage, c'est que cette méthode permet de corriger les effets dans le temps, donc d'un point de vue générationnel, de pouvoir remonter, de comparer les périodes, ce qui est un point qui est souvent très compliqué, en particulier lors des périodes de moment où on a des sauts générationnels. Donc, l'objectif du CIPRI ici, c'est de déterminer pour chaque couple fournisseur-client les flux de matériel et d'assigner pour chacun de ces matériels la valeur entière. Et donc ça permet, dans une approche systématique, et c'est lié aussi à l'historique du CIPRI qui était de comparer en gros les deux blocs soviétiques et américains durant la guerre froide, pour pouvoir les comparer, parce que c'était des systèmes économiques qui n'avaient rien à voir, et donc pouvoir les comparer proprement. Et donc le CIPRI a gardé cette méthode, et donc ça a un avantage de pouvoir comparer et dans le temps et dans l'espace les différentes les exportations d'armement. Malheureusement, comme le TIE va mesurer la valeur, le volume exporté, donc la qualité du produit, ce n'est pas une unité monétaire. Et donc, en fait, on ne va pas pouvoir le comparer avec d'autres grandeurs, comme le PIB, le budget de défense, etc. Donc ça, c'est le premier aspect dans la construction. Et on a utilisé tout à l'heure les chiffres du rapport au Parlement. Donc, les chiffres du rapport au Parlement, on va distinguer les livraisons des commandes. A priori, ce qui ressemble le plus aux chiffres du CIPRI, ce sont les livraisons et pas les commandes. Et donc, en fait, le périmètre qui n'est pas forcément très bien détaillé dans les explications, il inclut notamment les matériels physiques, une partie de l'immatériel dont on ne sait pas forcément comment elle est forcément bien mesurée, et on a des indicateurs qui, là, pour le coup, sont monétaires, c'est-à-dire exprimés en euros, constants avant 2008, avec des bases qui évoluent chaque année, ou courants à partir de 2008. Donc, pour résumer, des volumes évalués selon la méthode CIPRI d'un côté, sur les livraisons, des valeurs économiques, dont le périmètre est quelquefois pas toujours très clair. Exactement. D'accord. Et donc, en tendance, si on regarde les chiffres, donc entre les livraisons et les chiffres du CIPRI, c'est le graphique suivant. Donc, on voit qu'en tendance, une fois qu'on nommait les pics et les creux, qui sont parfois un peu surprenants, en tendance, les chiffres sont relativement cohérents. Donc, ça, c'est un premier aspect, c'est-à-dire que l'interprétation sur le long terme est à peu près identique. Par contre, si on regarde les pays clients, là, on va voir apparaître des différences qui sont tout à fait fondamentales. Et donc, c'est ce que représente ce tableau, où en fait, vous avez le top 20 et selon le CIPRI et le rapport au Parlement. Et en fait, il y a des cas qui sont tout à fait surprenants donc, sur la période, puisque d'après le CIPRI, 2 des 3 premiers clients de la France n'apparaissent pas du tout dans le top 20, qui sont la Chine et Taïwan. Donc, je reviendrai sur les éléments d'interprétation juste après. Donc, en fait, quelles sont les différences entre les deux bases qu'on peut identifier? C'est le nombre de pays inclus. C'est-à-dire que le CIPRI va prendre que les pays dans lesquels la France sera exportée, y compris des fois des entités qui ne sont pas reconnues. Et là, en fait, il y a un enjeu très fort, c'est-à-dire que la France ne met pas dans le rapport au Parlement Taïwan. Le CIPRI, puisque la France ne reconnaît pas officiellement Taïwan, alors que le CIPRI l'a mis dans la base, avec évidemment des exportations tout à fait conséquentes au milieu des années 90. Donc ça, c'est une première différence tout à fait notable. La deuxième différence, c'est le périmètre. Et donc, en fait, c'est là où, à mon avis, on le verra, les différences sont les plus fortes, c'est-à-dire que le CIPRI va exclure un certain nombre de choses, en particulier les armes légères et petits calibres. Dans le cas français, ce n'est pas très grave, ce n'est pas un domaine de compétences fort, mais va inclure la production locale et la production sous licence qui n'apparaîtra pas ou très peu dans les chiffres du rapport au Parlement. Et donc, c'est là, en fait, où le cas chinois est tout à fait intéressant, puisque les chiffres du CIPRI, donc ce qu'on appelle les trade registers, permettent de voir que les exportations de la France vers la Chine sont en fait de la production locale de matériel qui aurait été sous forme de licence, on ne sait pas trop si c'en est une ou pas, exporté avant l'embargo de 1989. Donc, il est même mentionné dans le rapport du CIPRI qu'il doute que les licences étaient accordées par la France. Exactement. Donc, c'est des productions locales de produits français des années 80 pour lesquels il n'y aurait peut-être pas d'autorisation française. Ce qui, pour moi, affecte, en tout cas pour le calcul sur la chiffre, la mesure assez clairement. Et surtout qu'on est plutôt sur des produits duo, essentiellement des moteurs ou des radars. Effectivement. Et donc, le troisième point, c'est la chronologie. On peut imaginer que la chronologie des exportations est
bien référencés dans le rapport au Parlement puisqu'ils ont accès aux informations nationales. Le CIPRI travaille en source ouverte. Il peut avoir un moment, une incertitude qui est difficile, c'est clair. Et donc, en fait, comme les chiffres ne sont pas identiques entre le CIPRI et le rapport au Parlement, on a essayé de comprendre est-ce que la valeur de l'information apportée dans les deux bases était la même. Et donc, on a calculé la variation chaque année pour chaque couple pays, chaque pays. Et donc, on a regardé est-ce que les deux bases fournissaient la même information. Et en fait, en moyenne, entre 91 et 2019, on constate, notre calcul aboutit que les deux bases de données sont cohérentes dans 58% des cas. Ce qui veut dire que dans 40% des cas, CIPRI et rapport au Parlement n'apportent pas la même information. Et donc, quand on essaie d'identifier les raisons qui sont derrière ça, vu qu'on n'a pas accès aux bases brutes qui ont servi à la construction des chiffres du CIPRI et du rapport au Parlement, on a du mal à identifier les raisons. Mais ce qu'on peut comprendre en modifiant légèrement la valeur de l'échantillon, c'est que, en gros, une partie du résultat de la cohérence entre les deux chiffres va être tirée par les pays vers lesquels la France n'exporte jamais, donc un certain nombre de pays du Pacifique, etc., donc des petits pays, que la cohérence pour les pays, au contraire, où on exporte beaucoup, donc le top 20 tel qu'on voit ici, est assez faible, d'entre 30%. Et que si on essaie de corriger les problèmes de timing qu'on évoquait jusqu'avant, en fait, on se rend compte que en faisant le même calcul, mais sur les moyennes mobiles, donc en gros, pour lisser les variations, on a augmenté la cohérence de 2%. Donc en fait, c'est pas tant un problème notre conclusion, c'est que les différences entre les deux bases, c'est pas tant un problème de calendrier qu'un problème de périmètre pour lequel on ne pourra pas apporter de solution à très court terme. En quelques minutes, parce que le temps passe, finalement, qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous recommandez comme mode d'utilisation de ces deux sources de données? Et donc, on vient de comprendre, les deux sources n'apportent pas les mêmes informations, ne conduisent pas aux mêmes conclusions. Et donc, on a essayé d'identifier un peu quels sont les avantages et les inconvénients de l'usage de telle ou telle base. Et donc, dans quel cas il vaut mieux utiliser les chiffres du CIPRI, dans quel cas il vaut mieux utiliser les chiffres du rapport au Parlement. Donc, très clairement, le CIPRI a un avantage en termes de temps, c'est-à-dire que pour générer les chiffres du CIPRI, ça nous a pris globalement 3 minutes. Pour faire le même résultat sur la même période pour le chiffre du rapport au Parlement, il nous a fallu plusieurs semaines de constitution d'un fichier, puisqu'il n'y a pas de fichier Excel consolidé. Donc, nous avons repris tous les rapports au Parlement et extrait les PDF, ce qui nous a demandé un temps de saisie tout à fait remarquable. Merci. Donc, nous avons fait cet effort-là, mais c'est un effort qui est extrêmement chronophage. Donc, l'autre avantage du CIPRI, c'est que, quand bien même sa méthode est discutable, ça permet surtout de faire des comparaisons. Et donc, l'avantage du CIPRI, à mon avis, c'est son intérêt principal, et c'est ce pourquoi il doit être designé, c'est utiliser les chiffres du CIPRI pour les comparaisons internationales ou les comparaisons entre des points du temps qui soient très différents. Et là, le CIPRI a un avantage très clair, c'est que sa méthode est assez explicite pour prendre en compte ce genre de phénomène. Modulo le commentaire qu'on a eu sur la Chine tout à l'heure, où les comparaisons sont un peu plus compliquées. Exactement. Sans tout critiquer le CIPRI. Mais l'inconvénient du chiffre du CIPRI, c'est que ce n'est pas une unité monétaire, et donc beaucoup de travaux de recherche, d'ailleurs, font cette erreur-là, de vouloir comparer les chiffres du CIPRI avec les chiffres du indicateur économique, en fait, qui sont exprimés en euros ou en dollars. Le rapport au Parlement, c'est un peu le symétrique, c'est-à-dire que c'est une unité monétaire qui est tout à fait pertinente pour comparer avec d'autres grandeurs comme le budget de défense, le PIB, etc., les chiffres des exportations. Il y a une forme de fiabilité qui est garantie par l'effort de transparence qui est fait vis-à-vis du Parlement, même si parfois le périmètre n'est pas explicite, et Renaud reviendra là-dessus sur justement les raisons qui peuvent expliquer ce point-là. Mais ça implique qu'on ne peut pas faire de comparaison internationale, et on est aussi limité dans le temps, c'est-à-dire que les chiffres avant 1991 n'existent pas. Donc, si on essaie de comparer le comportement français avant la guerre froide, pendant la guerre froide et après, c'est impossible. Donc, voilà, en fonction de ce qu'on veut faire, les deux bases sont utiles, mais il faut faire attention dans l'utilisation. Très bien. Merci beaucoup. Renaud, donc, en tant que représentant industriel, donc le côté pratique, s'il vous plaît, au-delà des écarts de méthode que Julien vient de nous présenter, comment, d'après vous, peut-on expliquer donc, tous ces écarts de montant des contrats à l'international? Alors, j'interviens ici à la fois comme représentant d'MBDA, mais aussi comme chercheur, puisque je suis chercheur à vous avez une double Bretagne et au CESIS à l'Université Grenoble-Alpes. Donc, ce qu'on constate, c'est souvent une incompréhension des chiffres. Dans beaucoup de domaines d'activité économique,
en fait, les économistes adorent regarder les chiffres, mais le problème que l'on a, c'est que souvent, on a des tendances qui sont faciles à manipuler parce qu'on a la loi des grands nombres. Or, ici, comme Julien l'a souligné, on est sur des petits volumes. On est autour de 1-2% maximum des exportations françaises. Donc, les effets de quelques grands contrats, comme Julien l'a souligné également, peuvent avoir un effet de basculement en termes de volume. Mais donc ici, on est sur des chiffres qui sont assez sensibles, de faibles volumes, avec quelques contrats très importants qui vont marquer aussi. Mais surtout, en fait, c'est la nature même de l'activité qui fait qu'on a un décalage finalement entre la valeur des contrats annoncés, ce qui correspond souvent parfois au programme dans les pays concernés, et puis la réalité des flux économiques. Et les flux économiques sont de deux natures, ils sont physiques et aussi de services. Si on compare les chiffres du rapport au Parlement avec les chiffres des douanes, par exemple, on constate déjà aussi des écarts significatifs, parce que les douanes ne vont voir passer que des biens physiques. Donc, que constate-t-on? Eh bien, en fait, souvent, en fait, la commande arrive à un moment donné, mais il faut tout un processus de mise en œuvre qui est lié au rythme de fabrication des produits. Par exemple, pour un Rafale, c'est 2 ans et demi à peu près, mais surtout, on est dans un outil de production qui est petit, qui s'est réduit avec la fin de la guerre froide, et donc qui aujourd'hui est en tension permanente. Donc il faut voir que la production pour l'exportation est souvent en concurrence avec une production pour le client national. C'est pour ça que pour la Grèce, on a livré une partie d'équipements d'occasion pour pouvoir livrer rapidement aux clients. Donc ici, ce décalage dans le temps est difficile à appréhender parce que le CIPRI a utilisé cette méthode des TIV parce que justement, il ne savait pas estimer quand les produits seraient livrés. Ce n'est pas annoncé. On le dit parfois, par exemple, pour les Rafales des Émirats arabes unis, c'est entre 2027 et 2031. Mais c'est assez rare finalement d'avoir ce calendrier et puis rien ne dit qu'il va être tenu. Donc, comment voir physiquement le transfert des biens, c'est assez compliqué. Donc, réconcilier ici les prises de commandes et les flux matériels de transfert de matériel est difficile. Ensuite, on ne livre pas forcément que en fait des produits, des équipements. On va aussi inclure dans les contrats une partie de pièces détachées qui vont permettre d'accompagner dans la vie des produits en service. Et donc ça aussi, ça va encore distendre les livraisons. Bien sûr, c'est beaucoup plus faible, mais qui peut être assez conséquent. Hein. Quand on voit un avion de combat, par exemple, il faut des moteurs, et les moteurs, on les change assez régulièrement. Donc ici, ça pose un petit problème aussi de savoir quantifier tout ce soutien des flottes en service en termes de calendrier. Ensuite, il faut bien garder en tête que la plupart des contrats annoncés sont des annonces politiques, de communication, qui montrent le partenariat qu'un pays peut avoir exportateur par rapport à un pays importateur, mais ça ne reflète pas nécessairement la vérité des prix, si on peut dire. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de contrats, on a à la fois une tranche ferme de livraison pour laquelle on va signer un premier contrat et on va payer des sommes qui vont engager le contrat. Donc, il faut attendre qu'il y ait ce premier paiement pour enclencher le contrat. Sinon, ça reste une promesse, mais qui n'est pas satisfaite. Et donc, c'est une première limite parce que ça veut dire que souvent, il y a des contrats qui sont annoncés, mais qui ne sont pas mis en œuvre. Deuxièmement, il y a une tranche ferme et une tranche optionnelle. On ne sait pas forcément si le client va vouloir mettre en œuvre la tranche optionnelle, qui est souvent annoncée dans la globalité du contrat. Donc, on voit ici qu'on a un écart qui peut être très significatif. De plus, on a beaucoup d'activités aujourd'hui qui sont des activités de service, notamment pour la mise en œuvre. Un pays, par exemple, qui va acheter un équipement, va demander en fait à ce qu'on forme les personnels, et c'est compris dans la valeur du contrat. Notamment parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire par rapport à un nouvel équipement, il faut former les gens. Parfois, on les forme même en France, donc l'activité est réalisée non pas dans le pays, mais sur le territoire national. Donc, ce n'est plus une exportation. Et quand c'est une activité sur le pays importateur, eh bien, c'est une activité locale et non pas une exportation au sens des douanes. Alors, on pourrait le voir dans les flux de services, mais c'est beaucoup plus difficile à discerner parce que ce n'est pas lié à un bien physique qu'on peut identifier dans les statistiques. Donc ici, on voit bien ici que cette dimension est importante. Et puis, des fois, dans la valeur du contrat, il y a aussi les transferts de technologie, de savoir-faire, parce qu'on va accompagner le pays dans la maîtrise de l'outil. Et ça aussi, ça se quantifie, mais ça ne se voit pas dans les statistiques, en quelque sorte. Donc, ça pose un vrai défi. Alors, bien sûr, aujourd'hui, les pays importateurs, souvent, veulent aussi avoir un contenu local, parce qu'ils ont soit des industriels qui sont partenaires potentiels, soit parce qu'ils veulent développer une compétence qui peut être pour la production, mais aussi parfois pour le soutien des flottes en service. Et donc ici, tous ces flux-là, eh bien, ils sont quantifiés en valeur, puisqu'ils constituent un paiement, bien sûr, mais ça ne se voit pas forcément en termes d'exportation, c'est beaucoup plus intangible.
Alors, dans cette montée en puissance des pays importateurs, qui est de plus en plus importante, on a aussi le fait que souvent, on aura une partie de la production réalisée en France et une partie de la production réalisée localement. Alors, on n'est plus dans une logique où on a une dichotomie très claire entre pays producteurs et pays importateurs. Ce qui veut dire que, par exemple, si on prend le cas des Rafales, les 36 Rafales vendus à l'Inde, les premiers étaient fabriqués en France, sont exportés comme des produits finaux, mais de plus en plus, la production va se faire sous forme de kits qui sont transférés. Et donc, la valeur des kits est bien sûr inférieure à la valeur du produit final, puisque le partenaire local, HAL, Boston Aeronautics Limited, va réaliser une partie de la valeur localement. Donc, ici, on a un décalage, en fait, entre la réalité de l'activité et la réalité du contrat. On peut aussi avoir des effets de compensation industrielle qui sont demandés par le client, qui ne sont pas forcément liés à l'activité même de la production d'armement, mais qui peuvent aussi entraîner des transferts locaux. Et enfin, on voit aussi que souvent dans le produit final, qui est souvent celui qui est vendu, en tout cas qui est négocié avec le pays acquéreur, eh bien ce pays acquéreur peut vouloir avoir des variations par rapport à la version française. Pourquoi? Parce qu'il a des contraintes particulières, son environnement est différent, climatique, hydrologique, opérationnel. On parle beaucoup de climat. Voilà. Mais en réalité, Olivier, quand on est aux Émirats Arabes Unis, on a besoin, comme vous le savez, de plus de puissance pour les moteurs parce que l'air étant plus chaud, il est moins dense et donc l'importance des avions est plus faible. Donc ici, on voit qu'on a des contraintes. Pour des chars, ça va. Enfin, pour des chars, mais il y a du sable. On a bien vu. Donc, ça il y a des problèmes de corrosion en fait, du sable sur les moteurs, par exemple, qui pose des problèmes particuliers. Et ça, c'est une première contrainte, s'adapter au domaine opérationnel du client, mais parfois, il a aussi de ses propres fournisseurs. En fait, comme la France peut acheter séparément le moteur, l'avionique ou le système d'armes par rapport à une plateforme, eh bien, le client, l'importateur peut le faire aussi. Et si on prend par exemple l'exemple de la négociation de Naval Group avec l'Australie, il était prévu que le système d'armes a été fourni par des équipementiers américains. Donc, ça veut dire que dans la valeur du programme, une partie importante des équipements ne viendrait pas de France, nonobstant les autres dimensions de production locale, de montée en puissance des chantiers navals australiens. Merci beaucoup Renaud, beaucoup de raisons, le temps tourne malheureusement. Question, y a-t-il des phénomènes, là vous avez évoqué des raisons techniques, on va dire. Statistiques. Exactement, y a-t-il des phénomènes plus structurels qui peuvent expliquer le décalage entre les montants annoncés et la réalité industrielle? Tout à fait. En fait, on a une transformation que j'ai en partie esquissée, qui est que pendant très longtemps, on avait cette dichotomie entre pays producteurs et pays importateurs, une hiérarchie en fait entre les pays, et cette hiérarchie est un peu bouleversée par une transformation qu'on pourrait qualifier d'internationalisation de la production d'armement, qui prend différentes formes et qui rend la lecture des statistiques d'exportation complexe parce qu'on n'est plus dans la livraison de produits finis, mais souvent de flux liés à des produits intermédiaires. Et donc ça change un petit peu la nature de la compréhension des statistiques. Par exemple, une première dimension, c'est les programmes en coopération, qui concernent essentiellement les pays européens. Mais en fait, on a beaucoup d'échanges, comme l'évoquait Julien, à peu près 20% des échanges, qui sont des échanges liés justement à ces programmes en coopération, où en fait, l'exportation est une illusion, parce que ce n'est pas la vente d'un produit final, mais c'est sur une chaîne de valeur, la circulation de différents composants qui vont contribuer à la production d'un produit final. On a une idée de ce que ça représente en volume? C'est assez difficile à estimer, parce qu'il faut vraiment avoir des statistiques fines, mais je reviens sur le cas des États-Unis où on a déjà des tendances qui se dégagent. Ce qu'on voit quand même, c'est que la complication qu'on peut imaginer, c'est que souvent les pays en coopération veulent tous avoir une chaîne d'assemblage finale. Donc, finalement, ça accentue les flux, alors qu'on pourrait avoir une chaîne certes internationalisée, mais qui finirait à un endroit donné avec une réexportation du produit final. Mais quand on voit par exemple les hélicoptères Tigre qui ont été développés par la France et l'Allemagne et auxquels s'est associée l'Espagne, eh bien, il y a 3 chaînes d'assemblage au final. Donc ça veut dire que ça accentue les circulations de manière un petit peu artificielle. Donc ouais, on a un gonflement des flux d'exportation, mais qui ne correspond pas à des livraisons au sens où on pourrait l'analyser au niveau géostratégique, à savoir à l'armement d'un pays par rapport à une situation de tension internationale. Deuxièmement, eh bien, on a une vraie internationalisation des chaînes de valeur parce que on a de plus en plus de composants civils aussi qui ne se voient pas ici. C'est un autre problème. Par exemple, aujourd'hui, dans des véhicules terrestres, les moteurs sont des moteurs de camions. Et donc, on ne les considère pas comme des exportations d'armement. Alors, peut-être sur le cas de la Chine que tu évoquais, Julien, mais en fait, on voit bien ici qu'il y a une partie des exportations qui sont liées à la défense qui ne sont pas visibles. Et puis aussi,
on a la montée en puissance de grands programmes en coopération. Et là, je voulais évoquer les relations transatlantiques. Pendant très longtemps, on avait un gros déséquilibre, puisqu'en fait, les exportations européennes vers les États-Unis étaient à peu près les 2/3 des importations depuis les États-Unis. Et on voit un rééquilibrage dans les statistiques, si on regarde de manière globale. Mais en fait, ce rééquilibrage correspond essentiellement au fait que les Européens participent au programme F-35 et qui, dans ce cadre-là, ils vont produire des composants et des systèmes qui sont intégrés en fait dans les avions de combat. Donc ça crée des flux et qui ne correspondent pas à un équilibrage des relations commerciales, simplement à une transformation où en fait les entreprises européennes sont intégrées dans la chaîne de valeur autour de Lockheed, pour le schématiser. Donc ces transformations sont importantes parce qu'elles posent un problème de compréhension, mais aussi de sous-estimation certainement des flux liés à la défense, pour des châssis, pour des moteurs, pour des pièces détachées. Et prenez l'exemple des semi-conducteurs, eh bien aujourd'hui, la plupart des produits d'armement ont des microprocesseurs qui sont des microprocesseurs civils, donc avec une production en Chine, en Corée ou à Taïwan essentiellement. Donc on voit ici qu'on a un enjeu de compréhension lié à la transformation en fait de cette organisation de la production. Et enfin, troisième dimension, c'est aussi hiérarchie qu'on avait entre pays producteurs et pays consommateurs est transformée par le fait qu'on a la montée en puissance de bases industrielles et technologies de défense dans des pays émergents qui souhaitent, comme la France, à une époque, obtenir une autonomie stratégique, et donc, ce qui est tout à fait légitime, mais qui rend les choses compliquées pour les pays traditionnellement exportateurs qui nécessitent d'exporter pour équilibrer leur propre industrie de défense. Comme la France, qui est un petit pays producteur, qui a besoin d'avoir à peu près le tiers de sa production à l'exportation. Mais ça pose un problème parce qu'on va avoir ici une montée en puissance qui va se substituer aux importations. C'est vraiment une stratégie de substitution aux importations qui finalement conduit les pays exportateurs à concéder en fait des transferts de compétences, mais qui vont nuire à la capacité à continuer à exporter vers ces pays, puisqu'ils vont non seulement, on va perdre un marché, puisqu'ils vont être autoproducteurs, mais en plus, ils risquent de devenir des concurrents à terme. Et on le voit pour la Turquie, par exemple, qui était un pays qui était surtout importateur, qui a, pour des raisons d'autonomie stratégique, notamment parce qu'on a interdit à la Turquie d'acheter des équipements américains à une époque, notamment des hélicoptères d'attaque, pour des raisons légitimes, mais qui était une atteinte à la souveraineté en fait turque. Et la Turquie aujourd'hui, eh bien, veut exporter, et d'ailleurs a exporté ses hélicoptères d'attaque 20 ans plus tard. Donc, on voit bien ici que sur un marché ouvert qui est assez limité dans l'armement, eh bien, ça pose une sorte de paradoxe pour le pays exportateur qui, à court terme, réussit à vendre ses produits, mais se prive à long terme de la capacité à exporter. Merci, désolé, le temps tourne, il reste 27 minutes. Merci, j'ai reçu déjà un certain nombre de questions. Je souhaiterais donc évidemment en recevoir toujours davantage, c'est vraiment très important. Avant de passer à une question, je voudrais un commentaire. Nous avons évoqué le CIPRI. Donc, Lucie Béraud-Sudreau, bien connue du CIPRI, vous remercie pour la présentation. Je la remercie pour ce commentaire. Elle nous précise que les données du CIPRI sont basées sur les livraisons et donc qu'elles soient plus proches des données chiffrées de livraison du rapport au Parlement semble tout à fait logique. Et pour la Chine, donc elle précise que le CIPRI prend en compte les transferts sous licence et certains hélicoptères étaient considérés comme encore produits sous une licence vendue avant l'embargo de 1989. Aujourd'hui, ces hélicoptères sont considérés comme suffisamment différents et la part chinoise va sans doute diminuer. J'espère parce que le 9%, je peux vous dire, qui était dans le chiffre CIPRI, avait surpris un certain nombre de personnes. Je reviens donc à des questions. Quelles conditions, alors vous y avez un peu répondu, Julien, quelles conditions d'utilisation de chacune des données vous semblent les plus adaptées? En fait, il y a une raison pour laquelle le CIPRI peut être incontournable, c'est que lorsqu'on va faire des comparaisons internationales, puisqu'il n'existe pas, enfin, chaque pays, en particulier les puissances occidentales, va communiquer sur les chiffres des exportations, mais certains vont mettre plutôt l'accent sur les licences, d'autres sur les volumes, les livraisons effectives, et d'autres vont plutôt insister sur les prises de commandes. La France a plutôt, dans le rapport au Parlement, il y a ces trois éléments, mais communique plutôt autour sur des prises de commandes. Et donc, en fait, le CIPRI a fait un effort de comparaison internationale qui est tout à fait exhaustif et qui me paraît absolument indispensable à prendre en compte dans les comparaisons internationales, ce qui d'ailleurs
une des raisons pour lesquelles le CIPRI est le standard dans les papiers de recherche académique, puisque c'est souvent des cas avec des comparaisons internationales. Et puis, il ne faut pas négliger le côté facilité d'accès, c'est-à-dire que générer les chiffres du CIPRI, comme je l'ai dit tout à l'heure, prend quelques minutes, là où l'effort de compilation des chiffres du rapport au programme, ça demandait plusieurs semaines de travail. Donc ça, c'est un aspect tout à fait essentiel. Par contre, pour des dimensions beaucoup plus économiques, mais sur un cas spécifique d'un pays, donc là, le cas français, mais ça pourrait être réappliqué à d'autres puissances occidentales, les chiffres des publications nationales, au sens large, peuvent être retenus, me semble-t-il, à condition de bien être capable de comparer ces chiffres avec l'effort de statistique qu'on a fait là par rapport aux chiffres du CIPRI, pour essayer de les positionner également. Alors, apparemment, Julien, je suis désolé, mais l'explication sur le CIPRI ne semble pas tout à fait suffisante pour, en tout cas, l'un de nos participants. Pouvez-vous rappeler les principes de la méthode appliquée par le CIPRI? Les détails sur le périmètre de chaque source sont-ils disponibles? C'est aussi une question d'ailleurs pour Lucie Béraud-Sudreau, de rendre plus disponible le détail des périmètres de chaque source. Qu'en est-il de la prise en compte de la production sous licence? Alors, le CIPRI, dans son périmètre, prend la production sous licence. Ce qui est d'ailleurs un cas de différence majeure, puisque les flux, les livraisons qui étaient mesurées par le rapport au Parlement, ça va être essentiellement tracer les flux physiques. Donc, en fait, si jamais il n'y a pas de sortie du territoire, parce qu'il y a une production locale, forcément, ça ne va pas être comptabilisé. Le CIPRI a vraiment fait cet effort-là de prise en compte de cette dimension locale, qui rejoint le point qui a été évoqué par Renaud aussi sur le développement, l'internationalisation des activités, la part locale qui est demandée par les clients. Donc ça, c'est un aspect tout à fait important du périmètre. L'autre aspect du périmètre qui est pas très important dans le cas français, comme je l'ai évoqué, c'est la partie armes légères et petits calibres, qui le CIPRI ne le prend pas en compte, alors que on peut penser que dans le rapport au Parlement, ça y est, mais la France n'étant pas spécialisée là-dedans, ça ne fait pas de biais. Ça ne fait pas de biais, effectivement. Au moins dans le cas français, ça peut en faire dans d'autres pays qui sont plus spécialisés là-dedans. Je pense par exemple à la Belgique. C'est aussi parce que c'est beaucoup moins visible. C'est plus difficile à quantifier, alors que quand on livre un char ou un bateau, on peut facilement le voir dans la presse, alors que les petites armes, c'est beaucoup plus... Mais le rapport au Parlement, il y a un effort de transparence, mais la définition les périmètres qui sont utilisés ne sont pas clairement définis. Et ça, c'est pour moi une difficulté assez importante dans la comparaison. C'est-à-dire qu'on ne sait pas spécifiquement, et d'où les écarts d'ailleurs qu'on voit entre les prises de commandes et les livraisons, avec cette partie qu'a évoqué Renaud sur la part des services pour lesquels on est finalement pas très bon. Tout à fait. Et moi, je reviens sur la loi des grands nombres. Il y a beaucoup d'erreurs dans les déclarations de douane et d'affectation, notamment des codes, en fait, qui fait que souvent les chiffres de douane, par exemple, ils sont corrigés 1 an, voire 2 ans après, en fait, la publication des premiers chiffres. Les erreurs à caractère administratif. Parce que les gens remplissent, en fait, des formulaires quand ils les exportent, ils ont l'obligation de déclaration de douane. Ils doivent cocher des cases ou donner des codes, en fait, de référence pour les statistiques. Et souvent, ces codes sont erronés. Mais comme je disais, sur beaucoup d'activités, les volumes sont tels et la part de chaque produit étant faible, les erreurs se corrigent. La loi des grands nombres, c'est ça. Mais dans le domaine du spatial, par exemple, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec les gens des douanes, les écarts sont aussi souvent importants parce que, en fait, les gens ont mal déclaré. Et comme il y a peu de volume et c'est des gros produits, ça se voit beaucoup plus. Question de notre ami Jean-Pierre Molny, que je salue. Au-delà de la mesure économique, c'est peut-être une question pour Renaud, la question des exportations d'armement et de leur valeur devient de plus en plus un instrument politique, soit pour valoriser les exportations, ou à l'inverse, pour dénigrer les pays marchands de canons. Ne pensez-vous pas, Renaud, qu'il serait nécessaire de disposer d'un instrument européen harmonisé qui deviendrait une norme en la matière en se basant, par exemple, sur le rapport du COARM? Le COARM, comité armement? Le comité, oui, sur l'armement, qui est un comité qui suit justement les exportations dans le cadre des codes de conduite, puisque l'Union européenne a adopté un code de conduite avec 8 critères qui définissent quelles sont les exportations qui sont autorisées ou pas. Donc, c'est un code de conduite, c'est pas une obligation pour les États, mais Julien l'a évoqué. En fait, les statistiques nationales sont un peu plus riches que celles du CIPRI, parce que bien sûr, les organismes ont des données et par plusieurs sources, les douanes, le ministre de la Défense ou les organismes de tutelle des exportations. Mais le problème, c'est que chacun a sa méthode. Et donc ici, si on avait une méthode qui permettait de clarifier, notamment de distinguer la partie physique de la partie service ou bien immatériel, on pourrait mieux comprendre en fait les dynamiques. Et puis surtout, cette partie produits intermédiaires aux produits finaux qui n'apparaît pas pose problème.
puisqu'en fait, on pourrait l'avoir peut-être dans les douanes, mais ça ne donne qu'une partie en fait de la donnée. Et donc ici, ce serait très intéressant pour comprendre cette dynamique que d'avoir un outil qui permet d'évaluer. Et ensuite, la difficulté, c'est d'avoir l'impact économique. Souvent, ce qui intéresse les élus, c'est de montrer qu'on a aussi un bénéfice pour le territoire. Mais un instrument européen harmonisé, c'est faisable? Ça peut être, alors, pour ce qui est des données statistiques, c'est homogénéisé. Pour ce qui est en fait de la donnée macroéconomique, ça serait peut-être un outil de cotation plutôt qu'un outil d'évaluation. Donc, qui permettrait de quantifier un modèle qui permet de dire, voilà, tel type d'exploitation génère tel type de retombées sur le territoire social, économique, technologique. Il va y avoir une question à ce sujet, mais préalablement, quelle est la répartition des exportations entre les grands groupes, j'imagine au sein des grands groupes, et comment cela a-t-il évolué dans le temps? Donc, depuis 20 ans, la part d'exportation au sein des grands groupes, alors je ne sais pas. Renault a donné le chiffre, de toute façon, en moyenne, c'est à peu près 30%. L'évolution dans le temps, depuis 20 ans, ça a augmenté, ça baissé. Alors, il y a eu des fluctuations, là, on est plutôt sur une période d'augmentation, puisqu'il y a eu des grands contrats, et donc, sachant qu'il y a quand même une contrainte budgétaire assez forte dans le cas français, où même s'il y a des augmentations des volumes d'équipement, on est sur quelque chose d'assez limité. Par rapport aux grands contrats, là, on était sur un étiage bas il y a une quinzaine d'années. Là, c'est reparti à la hausse, donc la part des exportations dans la production totale. Et en fait, cette statistique, on l'a compilée dans l'article que j'évoquais au début de The Conversation, vous pouvez retrouver. Donc, on l'a fait, on a l'évolution dans le temps de cette statistique qui suit globalement les tendances des livraisons, en fait. En fait, les grands groupes sont bien sûr ceux qui vont exporter. Souvent, les PME et ETI passent en fait arrivent derrière en fait les grands groupes, ils exportent de manière indirecte. Pourquoi? Parce que on va vendre des équipements complexes et c'est ça qui va structurer le marché. Donc en fait, bien sûr, quand on a un produit complexe, 60-70% de la valeur est sous-traitée et donc ça va entraîner en fait un ensemble très important en fait de PME et ETI, mais à des niveaux -2, -3. Et c'est vrai que les grands contrats d'exportation portés par les ministres, les présidents, sont autour des systèmes complexes. On ne va pas les vendre des petits équipements. Donc, il existe, bien sûr, même dans les grands groupes, par exemple, Thales fait de l'optronique, des viseurs pour des systèmes de tir qui sont vendus séparément et qui peuvent permettre de valoriser des équipements dans des pays importateurs. Donc ça existe bien. Mais en termes de valeur, bien sûr, ce sont les grands systèmes qui tirent, en fait, finalement, en exportation. Et après, alors que, si on peut dire, la livraison d'équipements de première monte, c'est passe par le grand intégrateur, mais une fois que ces équipements sont en service et les cycles de vie s'étalent entre 10 et 50 ans pour des équipements militaires, eh bien, parfois, le client peut acheter directement des composants, des sous-systèmes et des pièces détachées auprès d'un équipementier. Donc, il faut le voir plutôt en termes de nature du produit pour comprendre pourquoi, justement, ce sont les grands groupes qui sont un peu tête de gondole à l'international. Mais là, ce n'est pas comparaison entre grands groupes et petites et PME. Donc, les grands groupes, vous retenez 30% d'exportation et une tendance à la hausse depuis quelques années. Sur les grands contrats, il faut regarder parce qu'en fait, on dit par pays, mais on ne dit pas forcément ce qu'il y a dedans en termes de détails. Donc, c'est compliqué de comparer ça. Ce que je veux dire, parce que bon, j'ai quitté CSG depuis peu de temps. Pour MBDA, en gros, c'est depuis de nombreuses années de l'ordre de 50% d'exportation. MBDA en France. MBDA en France. Et c'est en train un peu de monter la part, même si, comme l'a dit Julien, la part française augmente aussi compte tenu de l'évolution des budgets à la hausse depuis plusieurs années. En valeur des exportations, l'essentiel, les 3/4 au moins, sont portés par des contrats de grands groupes. Oui, bien sûr. Voilà. Autre question, y a-t-il des études qui valorisent les répercussions sur la sous-traitance? C'est la première fois que je vois cette distinction, mais c'est très bien, sur la sous-traitance métropole et outre-mer, en termes d'emplois directs et induits, sur les produits pur armement et sur les produits duo. Prenez la sous-traitance. Je ne demande pas un détail sur la sous-traitance en métropole et en outre-mer. Honnêtement, l'essentiel de la production d'armement pour l'exportation est réalisé depuis la métropole. Donc, il y a un peu d'activité Corse Composite, par exemple. Non, mais je pense que la question était sur les retombées en termes d'emploi. Alors, en termes d'emploi… Y a-t-il des études? Il n'y a pas d'études, en tout cas, moi, sur les dom-tom. Non, en général. Les études retombées d'emploi des contrats export. Il y en a très peu. C'est vrai qu'on n'a pas accès à des données. Il faudrait en fait croiser les chaînes de valeur
et l'organisation sur le territoire des entreprises avec les natures des produits. Et ça, Jean-Yves Le Drian avait dit que les contrats signés avaient permis de passer de 165 000 à 200 000 emplois directs et indirects. Je suppose que le cabinet du ministre avait fait faire des études en interne, mais le problème aujourd'hui, c'est que les intégrateurs, je mentionnais, qui sous-traitent 70% de la valeur en fait d'un produit final, connaissent leurs sous-traitants directs, parfois les sous-traitants de rang 2, mais ils ne voient pas en fait les sous-traitants des sous-traitants. Et cette donnée est assez sensible, donc les entreprises sur la chaîne de valeur ne veulent pas partager l'information. Donc il n'est pas possible de trouver le maillage en fait sur le territoire. On peut le faire d'un point de vue macroéconomique en termes d'économie régionale. Ça a été fait parfois, mais c'est un exercice extrêmement compliqué et qui peut se faire non pas sur un programme, mais sur une entreprise et vraiment sur un territoire. Donc, on peut avoir des estimations assez peu fines quelque part. Si vous permettez, messieurs les chercheurs, on peut quand même, à très bon smile, oui, voilà. Valoriser, évaluer et connaître le chiffre d'affaires de l'industrie française en matière de défense et le financement par la France. On en déduit assez rapidement, c'est simple, que le solde de la différence, c'est l'export. Et en gros, aujourd'hui, c'est de l'ordre, je crois, de 40%. Donc, on peut dire que Grossmile, à l'exportation, génère 40% de chiffre d'affaires et donc 40% d'emplois induits. On peut aller un peu plus finement. Alors, j'ai été amené, mais en tant qu'MBDA, à travailler sur la filière missile, et sachant que les emplois à l'exportation sont peut-être moins valorisés que les emplois des contrats internes, sachant que les contrats domestiques sont des contrats beaucoup de recherche de R&D qui a besoin d'une valeur ajoutée, une valeur ajoutée très importante, alors que pour la production, la valeur ajoutée et donc les emplois est moindre. Néanmoins, en tout cas pour la filière missile, là encore, ça représentait un facteur 2, c'est-à-dire entre ce que l'export apporte et ce que le domestique apporte. On double grâce à l'export les effectifs de la filière missile. Mais c'est spécifique de la filière missile. Je n'ai pas évidemment les données pour les autres filières. Pour rebondir sur ce que vous dites, on a un effet de diffusion qui est beaucoup plus large qu'on pourrait le penser, parce qu'on voit les sites qui sont assez localisés des industriels d'armement et leurs principaux sous-traitants dans des régions, des clusters en quelque sorte. Et quand on creuse un peu, moi j'avais pu le faire sur le NH90 par exemple, voir une étude avec Stratorg, et on s'était rendu compte que l'effet de diffusion est très important parce qu'il y a un nombre énorme en fait, d'étapes dans la fabrication. Si on met 2 ans à fabriquer un équipement en moyenne, 3 ans, c'est parce qu'en fait, il y a énormément de pièces. Si on prend un missile, c'est autour de 10 000 pièces peut-être au total. Donc, ça peut potentiellement entraîner 10 000 entreprises. Et quand on prend un hélicoptère, c'est 30 000 pièces. Quand on prend un sous-marin, c'est 1 million de pièces. Donc, vous imaginez, c'est un immense puzzle qui doit s'assembler et en entonnoir en quelque sorte. Et donc, parfois, il y a des gens qui travaillent pour l'armement qui n'ont même pas conscience que leur produit finira dans un sous-marin, un hélicoptère ou un avion. Autre question. Ne pourrait-on pas utiliser les données issues des sièges pour déterminer les valeurs d'exportation? On aimerait bien, mais elles sont classifiées. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Et la SIAM s'intéresse surtout aux aspects sécuritaires et pas tellement aux aspects économiques. En plus, il y a dans la SIAM, il y a la présence du ministère de l'économie et des finances, mais qui n'est pas, qui est plus un avis global et pas un avis spécifique. Et puis, on peut voir le résultat de la SIAM puisqu'on a les résultats, on a sur le rapport au Parlement les chiffres des autorisations d'exportation. On a assez peu d'informations sur les refus, même si depuis la position commune que tu évoquais tout à l'heure, on a des éléments qui permettent d'expliquer les cas de refus, qui ne sont pas très nombreux, puisqu'il y a des formes d'autosélection, des industriels qui choisissent de ne pas le faire. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on a une autorisation d'exportation qu'on va effectivement exporter. Donc, quand on regarde le rapport entre les deux, entre les prises de commande et les autorisations d'exportation, on est sur un rapport de 1 pour 10. Donc, il faut noter aussi que la France fait des autorisations d'exportation qui collent plus ou moins à la valeur des contrats. Il y a des pays, par exemple, comme l'Allemagne ou les États-Unis, qui vont donner en fait une enveloppe d'autorisation maximale qui est largement au-delà du montant de la commande initiale. Donc, il y a un effet de distorsion aussi important. Lors des développements en coopération, il y a beaucoup d'échanges intangibles qui relèvent de transferts, d'échanges de propriété intellectuelle. Et tu diras, on a parlé produits et services, mais pas beaucoup de propriété intellectuelle. Comment cette dernière est-elle valorisée? D'abord, l'est-elle?
Je renvoierai à un article que j'ai écrit avec Damien Couladour et Jocelyn Droff sur la question. Si vous êtes intéressé, on peut mettre la référence. Je pense que les aspects intangibles sont difficilement évalués parce que c'est quelque chose qui n'était pas naturel en fait dans l'armement. Historiquement, on vendait un produit et c'est une boîte noire en fait pour le client, en grande partie, parfois même pour la maintenance. Et c'est parfois le cas aussi d'ailleurs quand les Américains exportent des composants pour les sous-marins britanniques de la dissuasion. Donc, les entreprises d'exportatrices n'avaient pas cette tradition qu'ont d'autres pays de protection de leur patrimoine. Et surtout, on ne sait pas évaluer la valeur. Autant un bien tangible, on peut évaluer sa valeur facilement. Les biens immatériels ont une valeur qui est quand même très spécifique. Un brevet, par exemple, il n'y a pas de brevet et il est très difficile de l'évaluer a priori. Donc, c'est souvent un accord plutôt financier qu'un accord vraiment de valorisation économique. Peut-être en complément, c'est un gros sujet, mais globalement, chez les économistes, de valoriser les intangibles. Il y a une référence que j'ai trouvée tout à fait passionnante et qui est un bouquin vraiment de référence, à mon avis, à la matière, qui s'appelle Le capitalisme sans capital, qui justement évoque les transformations de cette plus de services, mais aussi tout ce qui va avec, les data, etc. Et en fait, comment on les valorise d'un point de vue économique, c'est un vrai enjeu. Et le bouquin évoque toutes les tendances actuelles. Bon, vous savez quoi lire pendant vos prochaines vacances. Question d'anticipation. Quelle serait, alors c'est une question, j'en ai eu plusieurs, que pour l'instant j'avais retenu parce que ce n'est pas vraiment le thème de notre webinaire qui est sur la mesure de l'exportation, c'est une question politique, mais vu le nombre, je la pose. Quelles seraient les conséquences pour l'industrie de défense en général et pour l'activité export des industriels en particulier du projet de taxonomie verte européenne? Renaud. Alors, en fait, c'est une vraie question qui est ouverte. Aujourd'hui, en fait, en termes de règles ESG, donc environnement, social et gouvernance, on voit qu'il y a des contraintes qui s'imposent avec une dichotomie quand même assez claire. Le financement de l'armement n'est pas prioritaire en termes de classification verte par rapport à une production pour les besoins nationaux ou les alliés proches de l'OTAN, pour résumer. Donc, ça va poser un problème d'accès au financement. Et il y a une deuxième dimension qui est la légitimité de l'exportation. C'est plutôt sur le côté E de ESG. Oui. La deuxième dimension, c'est sur l'exportation. Et là, ça peut risquer de poser un problème si on considère que le pays importateur n'est pas fiable en termes de S, donc sociétal, plutôt que social d'ailleurs que social, où on peut dire, mais finalement, est-ce qu'on ne va pas détourner l'usage? Est-ce que le gouvernement ne va pas utiliser l'armement contre les populations civiles? Et donc ici, on peut avoir un principe d'interdiction de principe du financement. On ne pourra pas interdire l'exportation, mais en tout cas, les investisseurs privés ne voudront pas apporter des financements qui permettront l'exportation. Et ça, c'est un vrai défi. Alors ça, on peut toujours trouver des solutions alternatives. On peut faire de l'autofinancement, on peut faire des financements via la sphère publique, mais c'est quand même pas la logique du fonctionnement d'une entreprise capitaliste. Souvent, on a besoin d'avances de trésorerie, de couverture de contrats export, en cas de défaillance de partenaires locaux, de défaillance du client en termes de paiement, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un problème de paiement dans des pays qui ont des finances fragiles, par exemple. Et donc, tout ça a besoin d'être couvert. Et si on n'a plus l'accompagnement des banques et du monde de la finance en général, ça pourrait être une forme d'interdiction par défaut, non pas basée sur des principes de critique du produit et de son usage. C'est clairement un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Non seulement pour l'industrie, mais également pour les États, notamment. C'est un enjeu de clarification aussi de la place de cette industrie dans la souveraineté et l'autonomie stratégique des pays concernés. Peut-on s'attendre à ce que la complexité issue des phénomènes de coopération s'accroisse avec des structures européennes comme PESCO et le Fonds de défense européen? Ah oui, tout à fait. C'est typiquement la volonté de la Commission européenne de complexifier? Non, de pas de complexifier, mais en fait, quel est l'objectif de la Commission? C'est de créer une intégration des bases industrielles et technologiques de défense. On parle souvent de marché européen de l'armement, mais c'est un marché au sens géographique, pas au sens du fonctionnement du marché. Puisqu'en fait, le fonctionnement aujourd'hui, ce sont des marchés nationaux qui sont les uns à côté des autres. On a des coopérations qui créent des flux, et l'idée de la Commission, c'est de décloisonner ces marchés, notamment décloisonner les chaînes de valeur. Vous savez qu'ils sont très verticalisés, même dans les coopérations. Chacun fait son petit bout, qu'il va intégrer au final, et chacune des composantes de fabrication des bouts sont au niveau national. L'objectif, c'est de faire des flux croisés. Donc, ça devrait, d'un point de vue statistique, faire exploser finalement le commerce intra-européen.
Mais comme je disais, c'est un commerce autour de produits déjà donnés, non pas d'armement. Donc, ce n'est pas une course aux armements, ce sera une transformation en fait au niveau statistique, mais aussi au niveau fonctionnel de la régulation des marchés en Europe. Et peut-être pour compléter, il y a une étude statistique qui a été faite dans le cas français sur les flux les flux d'importation et d'exportation, un écodef de Sylvain Moura l'an dernier, qui justement montrait que la France était spécialisée, ce qui revient à ce que tu disais tout à l'heure, sur la production du produit final, et que ça implique des échanges qui est tout à fait cohérent avec ce qu'on observe en commerce international, le commerce intra-branche, en fait. Donc, on va commercer avec des pays qui sont proches et qui fabriquent globalement la même chose. Et on est en cascade, en fait, obligé on est spécialisé là-dedans et donc moins spécialisé sur les éléments qu'on importe, en fait, de l'extérieur. La question elle ne découle pas parce qu'elle était posée avant, mais qui est assez liée. Prendre en compte, une question de méthodologie encore, les consommations intermédiaires, si cela est possible par la donnée, donc la prise en compte dans les statistiques permettrait-il d'améliorer la mesure des exportations? Est-ce qu'on sait le faire? Les consommations intermédiaires. Alors, il faudrait les déterminer. Par exemple, si on prend la statistique des douanes américaines, elles distinguent les produits finaux des produits intermédiaires, mais à un niveau assez intégré déjà. Si vous prenez la nomenclature de l'industrie en France, on voit qu'il y a certaines activités qui sont liées à l'armement très clairement, mais il y a beaucoup de produits qui contribuent in fine à des armements, mais qui ne sont pas classifiés comme étant militaires. Donc, plus on descend dans la chaîne de valeur, plus on s'éloigne du produit final, moins la lisibilité des statistiques est possible. Donc, ça voudrait dire qu'il faut connaître les chaînes de valeur pour pouvoir justement les quantifier, ce qui est très difficile, comme j'ai précisé. Et en fait, en termes de chaîne de valeur, les travaux internationaux sont mesurés en termes de valeur ajoutée. Et donc là, en fait, c'est aussi un enjeu. Donc, par construction, les consommations intermédiaires sont… Y a-t-il des différences de comptabilisation des exportations, j'imagine, entre pays, notamment pour les prendre en coopération? En clair, est-ce que la méthode par les Britanniques, les Français, les Allemands, les Italiens est-elle homogène en mesure, ou y a-t-il des différences à votre connaissance? Si vous ne connaissez pas, vous… À ma connaissance, il n'y a pas d'harmonisation des méthodes des douanes. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit mécaniquement équivalent. D'accord. Julien, en particulier? Je valide. Très bien. J'ai une question de Lucie, Véro-Sudreau, toujours. Julien Renaud aurait-il des pistes pour mieux prendre en compte les transferts de technologie dans les statistiques? C'est un problème auquel, dit-elle, le CIPRI est également confronté, évidemment. Or, ces transferts de technologie prennent de plus en plus de place dans les contrats d'armement. Ils sont difficiles à observer. Bon, peut-être une courte réponse, et sinon, vous connaissez l'adresse de Lucie, donc n'hésitez pas à la contacter. Ça permettra d'améliorer tant le rapport du CIPRI que notre propre analyse. Et il y a un premier enjeu qui est le caractère systématique de la mesure, c'est-à-dire que ce soit intéressant de le faire, il faudrait qu'on ait tous les transferts de technologie pour tous les contrats et on voit que c'est un enjeu de souveraineté, donc on n'a pas forcément accès à l'information. Donc ça, c'est un premier aspect. C'est vrai que historiquement, on est plus facile de retracer les flux physiques que les flux d'intangibles. C'est aussi la raison pour laquelle on s'est plutôt intéressé au matériel qu'au service. Et donc, comment valoriser les transferts de technologie? En fait, à mon avis, on ne peut pas tant les mesurer à court terme dans les exportations, mais on peut voir, et c'est ce que tu évoquais, sur l'émergence peut-être de PITD indigènes dans des pays clients, avec le fait que récemment, le CIPRI d'ailleurs a classé dans le top 25 des pays, enfin des entreprises d'armement, une entreprise émiratie. Donc on a de l'émergence. À mon avis, c'est plus là qu'on peut le voir. Sur les exportations, en fait, ça me paraît très compliqué. Parce qu'une nouvelle fois, on valorise assez mal ce genre d'un point de vue économique, ce genre de… Alors, on doit le signaler en siège, parce que c'est un transfert au sens du contrôle de la prolifération, mais on n'a pas de valorisation, et c'est très compliqué à valoriser, parce qu'en fait, on peut donner une valeur contractuelle, mais ça n'a pas forcément beaucoup de sens sur la valeur intrinsèque des connaissances. Et surtout, le problème de la connaissance, c'est qu'un équipement militaire, on peut l'utiliser. Une connaissance, il faut pouvoir l'intégrer dans une capacité à utiliser des connaissances. Alors, c'est compliqué. Merci beaucoup. Petit commentaire qui doit venir, je pense, de nos amis de Saint-Cloud. Petite précision pour Renault. HAL n'est plus le partenaire de Dassault Aviation en Inde sur le contrat et sur le contrat des 36 avions.
il n'y a pas de production locale, mais HAL a été pendant très longtemps un partenaire de Dassault, donc le commentaire général de Renault. C'était pour donner le nom d'un acteur. C'était un ordre de grandeur, mais effectivement, bien noté, et nous rassurons Dassault sur cette information. Bien, merci beaucoup Renaud, merci beaucoup Julien, merci surtout à vous d'avoir été à nouveau présents et actifs dans les questions. J'espère que nous avons répondu à l'essentiel, ce n'est pas toujours très simple, mais l'essentiel des questions. Comme d'habitude, nous vous adresserons une synthèse de cette présentation, des interventions et des principaux apports de la question, et puis la vidéo, cette visio, ce webinaire sera diffusé sur la chaîne YouTube prochainement, très prochainement. Le prochain webinaire n'est pas encore fixé dans le temps, mais le thème sera sans doute de grande actualité, la coopération européenne avec un prisme sur la coopération franco-allemande. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.